Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Désolée pour ce petit retard pour un problème technique. Nous allons commencer donc notre présentation aujourd'hui. Et pour l'occasion, je vous souhaite également une bonne rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été, que vous avez rechargé vos batteries pour cette nouvelle année. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour vous parler de la thématique de l'usure professionnelle, comment prévenir l'usure professionnelle. Donc, hop. On va vous parler donc en quelques mots des lundis du CEP. Donc, les lundis du CEP, en quelques mots, sont des webinaires donc, qui sont proposés si vous êtes salarié ou indépendant. Donc, ils sont faits pour vous justement si vous êtes dans une de ces catégories-là. Et donc aujourd'hui, nous traitons la thématique de l'usure professionnelle, mais il y a plusieurs thématiques qui sont traitées donc auparavant et qui vont être traitées également dans les prochains jours. Et ce sont donc des thématiques qui sont différentes, mais qui sont toujours liées donc à l'évolution professionnelle. Ces webinaires sont totalement gratuits. Il y a eu déjà donc des webinaires qui sont proposés par rapport, par exemple, sur la thématique de validation des acquis par expérience, l'accompagnement des seniors, sur les différents dispositifs tels que le PTT, des missions en conversion, etc. Et ainsi de suite. Et ces webinaires donc sont animés par des experts et des professionnels qui interviennent donc avec nous. Et sachez que ces webinaires-là, donc aujourd'hui, nous sommes en direct, mais ces webinaires sont enregistrés et sont disponibles donc en replay. Alors, tac. Quelques petites règles et consignes pour que ce webinaire, bien évidemment, se passe correctement. Donc, bien évidemment, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet « Questions ». On va donc essayer de répondre à toutes les questions si on a le temps. Si on n'a pas le temps, bien évidemment, nous allons trier et répondre donc aux questions qui sont plus ou moins donc, similaires et intéressantes. Et sachez que vous avez donc la possibilité également de voter pour les questions qui vous intéressent afin de les remonter en cliquant dessus. Alors, hop. Pour la présentation, donc, je me présente, je suis Annette Bocry, je suis chargée d'ingénierie pédagogique et des partenariats au sein donc, de Réseau Avenir Actif Grand Est. Et pour l'occasion, donc, je co-anime avec ma collègue de Transition Pro, Laetitia Donès, qui va se présenter. Bonjour à tous, Laetitia Donès, je suis chargée de projet partenariat chez Transition Pro Grand Est. Et donc, je laisse la main à Laetitia pour qu'elle puisse donc vous présenter les différents dispositifs pour prévenir donc l'usure professionnelle. Je reprendrai donc la main pour compléter et puis à l'issue donc de la présentation de Laetitia, je vais vous présenter le service Mon Conseil en évolution professionnelle, dont on va parler aussi dans ma présentation, exactement, étant donné qu'on travaille en équipe. Alors tout oui, à vous aurez la présentation, enfin le PowerPoint sans souci qui sera téléchargé dans les ressources donc un petit peu plus tard. Alors, prévenir l'usure professionnelle, il s'avère que depuis la nouvelle loi sur les nouvelles lois des retraites, de nouveaux dispositifs ont vu le jour et principalement donc liés à la prévention de l'usure professionnelle. Nous allons voir dans un premier temps quels sont les facteurs de risque professionnel. On va voir qu'il en existe plusieurs, qu'ils sont de deux types différents et ils ont en tout cas cette double typologie à son importance par rapport à la suite parce que les uns vont ouvrir droit à un compte professionnel de prévention. Et dans ce cas, un dispositif va être spécifiquement lié à ce compte professionnel de prévention et donc une possibilité de se reconvertir avec
cet apport pécunier donc du compte professionnel de prévention. Et puis pour les salariés qui sont soumis à des risques d'usure professionnelle, mais qui n'ont pas ce compte professionnel de prévention, il existe un autre dispositif donc, que je vais vous détailler. Alors, hop. Tu me dis les petits pour passer les slides comme ça. Oui, c'est gentil, je le vois. Alors, les facteurs de risque professionnel, comme je vous le disais à l'instant, les risques professionnels sont de deux types. Nous avons donc les facteurs de risque professionnel qui ouvrent droit à un compte professionnel de prévention et qui, ceux-ci, ouvrent droit au dispositif qu'on va appeler pur, mais je vais essayer de parler de prévention, de dispositifs prévention, usure, reconversion. Et puis d'autres dispositifs, d'autres risques professionnels qui sont cette fois-ci plus ergonomiques et qui vont ouvrir droit à ce qu'on appelle un projet de transition professionnelle, mais spécifiquement avec un fonds qui est dédié. Alors, je vais rester un petit temps sur cette slide-là pour vous préciser un petit peu de quoi il relève. Alors, je ne sais pas trop qui est derrière l'écran, si c'est plutôt des conseils en évolution professionnelle, si ce sont plutôt des entreprises, plutôt des salariés. Donc, je vais essayer d'être un petit peu pédagogue en tout cas. Il faut savoir que ce compte professionnel de prévention permet d'avoir, en tout cas, peut être abondé par un certain nombre de points, j'y reviendrai plus tard, en fonction des risques professionnels. Quels sont ces risques professionnels qui ouvrent droit donc à des points sur ce compte? Ce sont les activités, comme vous le voyez sur la petite image, des activités exercées en milieu hyperbare. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des travaux principalement en milieu humide. Alors, nous, en Grand Est, on n'a pas trop de scaphandriers ni de plongeurs, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, il peut y avoir aussi des caméramans qui sont en milieu de rivière, des pompiers, des scientifiques ou autres. Donc, il peut y avoir ce type de travaux humides et puis aussi des interventions dans des locaux où la pression a été augmentée. Alors, on n'a pas trop non plus de sous-marins ici, mais on pense principalement aux tunnels ou aux enceintes de confinement de réacteurs nucléaires que nous avons dans le coin. Ensuite, vous avez aussi le travail en équipe successive alternante. Alors, c'est joliment dit, mais en fait, c'est tout simplement le travail posté, plus connu donc sous ce nom-là, que vous pouvez exercer, que vos collaborateurs peuvent exercer ou bien que les personnes que vous avez en accompagnement peuvent exercer. Donc, le travail posté en 3-8, en 2-8, en 2-12 aussi. Et principalement dans le secteur des soins, des urgences, de la sécurité civile, des ambulances, mais aussi dans l'industrie, dans la logistique, le transport, etc., le commerce, la grande distribution. Bref, on peut être amené en tout cas à exercer ce type de métier à risque professionnel de façon complètement différente. Et puis, nous avons aussi les métiers qui sont principalement faits en température extrême. Alors, température extrême, c'est pas quand il y a la canicule, loin de là, mais c'est quand on est vraiment dans une atmosphère très très chaude. Je pense principalement, ça me vient comme ça, aux tunnels agricoles où il y a des plantations ou autres, etc., et où il fait déjà très chaud, mais en plus dans le tunnel il fait encore plus chaud. Et c'est aussi ce type d'extrêmes qui sont sur le long terme. C'est pas une après-midi ou 2 jours ou 3 jours. C'est vraiment pendant 900 heures par an, et auquel cas il peut effectivement avoir des répercussions sur la santé. Puis ça peut être aussi au-delà de la production agricole, dans tout ce qui est industrie textile.
de la teinture, de la blanchisserie, etc. Puis ça peut être aussi dans tout ce qui est milieu industriel, bien sûr, fonderie, soudure, etc. Et puis aussi certains métiers de l'alimentation, bien sûr. Nous avons aussi, dans ce cadre-là, des risques professionnels, le travail répétitif. Alors là, c'est toujours un même geste avec une cadence bien répétée et puis bien contrainte et imposée, qui peuvent en tout cas avoir lieu souvent dans l'industrie et puis aussi dans tout ce qui est opérateur de production. Vous pouvez aussi avoir les travaux, le travail de nuit. Alors depuis 2023 est considéré comme travail de nuit les salariés qui doivent travailler au moins 1 heure entre minuit et 5 heures du matin. Donc il y en a pas mal et comme on l'a vu précédemment, ça peut être les métiers de la santé, ça peut être aussi les métiers de production dans l'industrie aussi, dans tout ce qui est logistique et transport. Enfin, il y a aussi les métiers dans lesquels il y a beaucoup de bruit dans le milieu professionnel. Et alors, c'est aussi un certain nombre d'heures par an ou par jour aussi, avec soit des pics, des crêtes de bruit, soit vraiment un bruit incessant régulièrement. Et dans ce cas, pour exemple, on a plutôt des métiers dans l'industrie et dans les travaux publics. Et puis, d'un autre côté, les facteurs qui n'ouvrent pas, en tout cas, de points par rapport au compte pénibilité, au compte professionnel, pardon, je perds mes mots, au compte professionnel de prévention, ce sont plutôt les facteurs ergonomiques. Alors là, ce sont plutôt des vibrations mécaniques, que ce soit à l'ensemble du corps, que ce soit pour les membres supérieurs. Et puis là, on est plutôt dans le secteur du bâtiment, de la construction mécanique, de l'espace vert. On a aussi la manutention manuelle de charge, où là, on pense principalement aux déménageurs, mais pas que. Il y a aussi la logistique. On retrouve ces métiers dans la gestion de déchets, dans la gestion du linge, dans la manipulation de brancards, de lits et évidemment dans la manipulation de patients. Enfin, nous avons les postures pénibles et là, on est plutôt sur des postures forcées prolongées des articulations, alors que ce soit membre haut ou membre bas, on est plutôt agenouillé ou sur la pointe des pieds ou plutôt penché en avant avec potentiellement des problématiques au dos. Voilà. Alors donc, comme je vous le disais, dans le cadre de la loi retraite de 2023, 2 mesures sont là pour favoriser la reconversion. Comme je vous le disais, l'un est plutôt lié donc aux salariés qui sont titulaires d'un compte professionnel de prévention. Et dans ce cas, on va sur une mesure un dispositif de prévention usure reconversion. Et puis, on a aussi donc les salariés qui sont sans compte professionnel de prévention, mais qui sont soumis à des risques d'usure. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt sur des usures ergonomiques, en tout cas des problématiques ergonomiques. Et là, on va faire appel à un dispositif qui existe déjà, qui est le projet de transition professionnelle que Transition Pro gère déjà. Mais là, on a des fonds tout à fait spécifiques. Ce sont les fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, qu'on appelle chez nous FIPU. Voilà, pour les mots un petit peu barbares. Alors, dans le premier cas, donc pour les salariés du secteur privé ayant cumulé suffisamment de points sur leur compte professionnel de prévention, parce que oui, on est bien d'accord, ce sont bien pour les secteurs privés. Non, c'était bon pour la slide suivante. On est bien sur les salariés du secteur privé qui sont affiliés donc au régime général de sécurité sociale ou bien à la MSA pour les secteurs du secteur agricole. Et puis donc, il faut aussi que ce salarié soit lié à un contrat de travail depuis au moins 1 mois. C'est un minimum. Et il faut aussi donc qu'il soit exposé à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel et qui donc peut ouvrir en tout cas un compte professionnel de prévention. Alors, comment s'alimente ce compte ? Chaque année, donc, le salarié acquiert 4 points
par facteur de risque professionnel auquel il est exposé. Et pour les salariés qui sont nés avant 1956, les points sont doublés. À quoi correspond un point qui est sur votre compte professionnel de prévention? Ça correspond à 500 € sur votre compte professionnel personnel de formation. Donc, ça veut dire que déjà, si chaque année, on peut acquérir 4 points par facteur, multiplié par le nombre de facteurs, multiplié par le nombre d'années, on peut avoir un joli pactole, en tout cas, dans le cadre de ce compte professionnel de prévention, et donc l'utiliser pour une formation ou une action de formation quelconque. Nous allons y venir. Pour financer quoi? Eh bien, on peut financer, nous, ce qu'on appelle une action de formation. Alors, 2 types. Le premier, ça peut être un bilan de compétences. Ça peut être aussi une VAE. Et dans ce cas, on va le voir, ce sera à faire en tout cas en premier. Et puis, on peut aussi financer des formations. Oui, Giel. Une VAE, donc, c'est une validation des acquis par expérience. Merci. Voilà. Moi qui avais dit que j'éviterais effectivement les acronymes. Merci. Effectivement, validation des acquis de l'expérience. En tout cas, quelle que soit la modalité choisie, et en tout cas, ce qui est le plus pertinent pour votre parcours, peut-être que vous n'avez pas besoin, ou en tout cas accès à une validation des acquis par l'expérience. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un bilan de compétences. Vous souhaitez simplement, c'est quand même déjà pas mal, vous avez besoin d'une formation pour aller vers un métier, en tout cas accéder à un emploi. Le but, c'est que cet emploi-là soit moins ou pas du tout exposé aux facteurs de risque professionnel. Et le but est effectivement de se sortir de cette situation où vous allez avoir des difficultés en tout cas d'exercice. Et donc le but est effectivement d'aller vers des métiers moins exposés. Alors, quelles sont ces modalités, en tout cas, et puis les obligations, on va y venir, et c'est pour ça que Giane est présente, c'est que dans ce cadre-là, dans le cadre du dispositif prévention, usure, reconversion, le conseiller en évolution professionnelle est obligatoire. Vous devez en consulter un pour la mise en place du projet, et puis ça permet aussi du coup de savoir si validation des acquis par l'expérience ou bilan de compétences doit être mise en place avant de vous former. Donc, c'est pour ça que c'est obligatoire. J'ai même envie de dire que même s'il n'est pas obligatoire, il est vivement conseillé dans tous les dispositifs que l'on gère, parce qu'ils sont quand même au fait c'est conseillé de tous les dispositifs et de tout le panel, donc il vaut mieux l'utiliser à bon escient, et ça, vous savez le faire. Les avantages pour le bénéficiaire, ça va donc être dans le cadre d'une action de formation, du financement du coût pédagogique de cette formation-là. Et puis aussi, Transition Pro va prendre en charge votre salaire pendant ce temps de formation. On est bien là sur de la formation. On va le voir plus tard. Tout ce qui concerne VAE et bilan de compétences sera plutôt en tout cas hors temps de travail, et donc on n'intervient absolument pas sur le salaire. Voilà. Donc, comme je le disais, bilan de compétences et VAE, donc validation des acquis par l'expérience, effectivement, seront de toute façon préalables à toute formation. On va d'abord vérifier. En tout cas, vous ne pouvez pas commencer par une formation, puis ensuite faire un bilan de compétences ou une validation des acquis. On va d'abord regarder un bilan de compétences. Est-ce que une validation des acquis professionnels, enfin des acquis de l'expérience professionnelle ou extra-professionnelle va être nécessaire avant d'envisager toute formation. Dans ces 2 cas, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience, cela se fera, comme je vous le disais, hors temps de travail. Et donc, cette demande de prise en charge doit faire l'objet d'une demande bien spécifique. Et il faut aussi que l'organisme, en tout cas, qui va délivrer cette prestation, soit un organisme de formation qui soit
estampillés Calliope. Alors, ils le sont quasiment tous maintenant et effectivement, on vérifie bien ce type d'informations auparavant. Ça permet en tout cas d'avoir des organismes de formation qui suivent une pédagogie bien spécifique et dont la qualité de prestation a été vérifiée. Dans ces deux cadres-là, bilan de compétences, validation des acquis par l'expérience, le crédit de votre compte professionnel de prévention doit couvrir la totalité du bilan de compétences ou du financement de la validation des acquis par l'expérience. Un autre cas, et vous le voyez déjà à l'écran, dans le cadre d'une formation, ça va être un petit peu différent parce que on est sur le temps de travail et puis le temps en tout cas est bien plus long en tout cas. On va être plutôt sur comment dire ? On va d'abord regarder ce que vous avez de crédité sur votre compte professionnel prévention et puis on va regarder si vous avez aussi des cofinancements principalement par votre employeur. Et on va voir si vous demandez en plus une formation, si votre compte professionnel de prévention couvre la totalité de votre formation, auquel cas il n'y a aucun souci, hein, toutes les demandes en tout cas peuvent être sollicitées et vont être financées à chaque fois. En revanche, si vous n'avez pas suffisamment de sous, et c'est pour ça qu'il y a plus que 2 petits cochons, en cas d'insuffisance donc de points sur votre compte professionnel de prévention, pour la totalité en tout cas de votre formation, il faut savoir que Transition Pro peut décider de cofinancer donc votre dispositif prévention et usure reconversion. Dans ce cas, on ira sur une seule action de formation qui peut être financée à chaque demande. Voilà. Alors, qui est éligible à ce dispositif, alors que ce soit, en gros, vous avez d'un côté du tableau le cas d'école où votre compte professionnel de prévention est suffisamment gonflé et vous pouvez tout payer tout seul et c'est très bien. Et puis vous avez de l'autre côté le financement d'une formation avec la mobilisation donc de Transition Pro. Dans tous les cas, le public éligible donc à ce dispositif, ce sont les personnes qui sont en CDI, en CDD, les intermittents du spectacle et puis les intérimaires. Ce sera de toute façon un prérequis. Dès que vous allez monter les dossiers, on va vérifier ces informations-là. Et puis, alors, tous les CDD, en tout cas, n'y ont pas accès parce qu'ils ont 2 mois de CDD. Hein. Il faut quand même avoir un certain nombre de mois, en tout cas, de validé d'ancienneté auprès de votre entreprise ou des précédentes. Idem pour le CDI, idem pour les intermittents, les intérimaires. Hein. Il y a quand même certaines vérifications qui seront faites, en tout cas, par rapport à votre ancienneté. Donc, comme je vous le disais, cela peut se faire hors temps de travail, donc pour un bilan de compétences, une validation des acquis par l'expérience, et puis tout ou partie sur le temps de travail en ce qui concerne une formation. Le traitement des demandes de prise en charge par Transition Pro se fait dans l'ordre de leur réception. Donc, dès que vous faites la demande, vous avez plus de chances d'être financé, disons-le clairement. Et puis, il y a un bilan de positionnement qui est préalablement obligatoire, qui est fait donc auprès de l'organisme de formation. Comme je vous le disais, donc, dans un cas, on mobilise en priorité les cofinancements, enfin en tout cas votre crédit de compte professionnel de prévention et puis ensuite les cofinancements et ensuite on viendra chercher si c'est nécessaire les fonds de Transition Pro.
Et puis, vous avez donc, je vous le disais, les conditions d'ancienneté qui sont de 24 mois en tout cas, comme pour le projet de transition professionnelle en tout cas. Mais ça, je peux aussi vous les donner. C'est 24 mois dans les 5 dernières années de vie professionnelle ou dans l'entreprise en tout cas, en fonction de c'est un CDD ou c'est un CDI. Voilà, je vais profiter pour boire un petit peu. Je te laisse la main pour récapituler, Gianne. Tout à fait. Alors, je ne vois pas. Hop, je vais la mettre ici. Je ne vois pas la totalité. Alors, pour vous résumer donc un petit peu le circuit de mobilisation des droits C2P, donc jusqu'à le dépôt du dossier donc sur le site de Transition Pro. Donc, on va commencer par le salarié, le bénéficiaire qui est bien évidemment au cœur de son projet professionnel. Donc, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Il prépare son projet avec un opérateur CEP, c'est-à-dire donc un opérateur qui soit nous, soit l'APEC, enfin ça je vais vous le détailler juste après dans la présentation du service. Donc, le conseiller va lui fournir une attestation d'accompagnement qui atteste que comme quoi le bénéficiaire a bien été accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Une fois que le salarié donc, obtient cette attestation, il demande une attestation de points C2P, donc depuis son espace personnel compte de prévention. Donc, il se connecte, c'est comme le compte CPF, c'est exactement la même chose. Il demande donc une attestation de combien de points il a sur son espace. Donc, une fois qu'il demande cette attestation-là de points, il demande une autorisation d'absence à son employeur. Bien évidemment, quand on fait une formation sur le temps de travail, il faut demander l'autorisation d'absence à son employeur, si bien évidemment celle-ci est réalisée sur le temps de travail. Si elle n'est pas réalisée sur le temps de travail, vous n'avez pas l'obligation de demander l'autorisation d'absence. En même temps, vous allez recevoir une attestation de points C2P, de combien vous avez de points, que vous allez donc déposer en même temps quand vous allez déposer votre demande de prise en charge depuis l'espace de transition pro. Donc, vous allez sur le site de transition professionnelle. Ça, le conseil en évolution professionnelle peut vous accompagner dans toutes les démarches administratives. Donc, vous allez donc instruire tout le dossier administratif. Et une fois que Transition Pro reçoit ce dossier, donc, hop, elle calcule le montant global du projet. Le montant global, c'est quoi? C'est les coûts pédagogiques ainsi que les frais qui sont, entre autres, votre salaire qui va être remboursé. Ensuite, une fois donc, que tout ce dossier est instruit et calculé, etc., il passe à la commission d'instruction de Transition Pro pour donner le caractère réel et sérieux du projet. Donc, à l'issue de cette commission, soit votre projet va être accepté. Dans ce cas-là, vous allez faire une demande d'attestation de points C2P qui vont être mobilisés sur ce projet-là. Donc, c'est soit la totalité de vos points, soit ça va être juste la moitié de vos points. Ça dépendra le nombre de points que vous avez sur votre compte. Soit donc à l'issue de la commission, il va être un motif qui va vous être communiqué, bien évidemment. Et donc, dans ce cas-là, le salarié ou le bénéficiaire peut consulter donc, le conseiller en évolution professionnelle pour revoir le projet, pour le réétudier et puis pour effectuer une nouvelle demande. Vous avez toujours, bien évidemment, la possibilité de soumettre à nouveau votre demande. Donc, dans le cas où votre dossier est accepté, bien évidemment, le compte C2P va vous communiquer l'attestation de points qui vont être mobilisés. Donc, et puis les points qui vous restent aussi sur votre compte, s'il va vous rester quelques points.
Et puis, dans ce cas-là, vous devez donc accepter et confirmer donc la décision de la commission pour que Transition Pro derrière puisse entamer la prise en charge des différents coûts de votre dossier, etc. Donc voilà le circuit de mobilisation des droits ainsi que le dépôt de dossier donc sur le site de Transition Pro pour bénéficier d'un projet de PUR. Alors, je te laisse la main, mais je n'arrive plus à... Je vais reprendre maintenant, effectivement, donc et j'ai profité un petit peu de regarder les questions fort intéressantes. Nous y reviendrons un petit peu après. C'est ça. Nous avons fait le choix, et oui, je n'ai pas précisé, de passer le webinaire et ensuite de revenir sur les questions. Donc, en espérant ne pas trop vous embrouiller entre les deux dispositifs. En tout cas, Laetitia, en tout cas, sachez que vous avez la possibilité donc de mettre un favori donc sur la question qui vous intéresse pour que nous on puisse la traiter derrière pour qu'elle puisse monter dans nos favoris. Ouais. Mais je vois qu'il y en a certaines qui sont déjà en favori et qui sont pertinents. Merci à vous en tout cas. Alors, deuxième dispositif, c'est le projet de transition professionnelle. Alors, le projet de transition professionnelle, c'est déjà un dispositif qui existe pour tous les salariés du secteur privé. Dans le cas où vous n'avez pas de compte de compte professionnel de prévention. J'essaye de ne pas, mais j'ai mes petites notes en dessous, ça se voit pas, mais de compte professionnel de prévention. Dans le cas où vous n'auriez pas de points sur ce compte, alors parce que tout le monde a un compte, mais il peut être à 0. Moi, le mien, il est à 0. C'est bien parti pour sauf si je me mets à faire un métier, pourquoi pas, plus tard qui changera, mais en tout cas pour l'instant, moi j'ai 0 point. Et effectivement, ce projet de transition professionnelle, pour les salariés qui ont une usure professionnelle, mais qui est plutôt ergonomique, on l'a vu, voilà, c'est le petit encart donc qui concerne les risques plutôt ergonomiques. On va avoir un fonds qui est dédié, c'est le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. Alors, comme je vous le disais, il est adossé à un dispositif qui existe déjà, qui est le projet de transition professionnelle que tous les salariés du secteur privé peuvent utiliser en tout cas. Ce sont exactement les mêmes modalités, avec en tout cas un petit peu aménagé et en tout cas avec l'utilisation d'un fonds spécifique. Donc, on est bien d'accord que c'est à destination des salariés non titulaires, en tout cas qui n'a pas de points, qui n'est pas abondé de points d'un compte professionnel de prévention, mais qui sont concernés par les risques suivants. Donc, je le répète, vibration mécanique, manutention manuelle de charge et les postures difficiles. Quelles sont les conditions pour y avoir accès? La durée minimale donc d'activité est identique à tous les projets de transition professionnelle. Cela signifie donc 24 mois. 24 mois en qualité de salarié au cours de sa vie quand on est en CDI et 24 mois en qualité de salarié au cours des 5 dernières années pour les CDD. Il faut évidemment, en tout cas, il faut passer d'un métier avec un facteur de risque vers un métier sans facteur de risque professionnel. Le but est je vous le disais dès le départ, de vous sentir mieux dans le cadre de votre travail et ne pas continuer à vous user professionnellement. Dans ce cas spécifique, l'employeur devra cofinancer votre projet à hauteur d'au moins
5% du coût pédagogique. Je vous le disais tout à l'heure, hein, on prend en charge, alors nous, et j'ai vu la question et c'est pour ça que je me permets de le dire tout de suite, nous prenons en charge les coûts pédagogiques, donc c'est-à-dire le coût de la formation. Nous prenons aussi en charge le salaire, nous. Alors, c'est en fait votre employeur continue à vous payer comme si vous étiez en entreprise. Et nous, on vient rembourser votre employeur pour vous permettre d'effectuer cette formation. Dans ce cadre-là, l'employeur qui vous a un petit peu usé doit cofinancer en tout cas à hauteur de 5% donc, du coût de la formation. Alors, on va, je crois, parler des métiers avec les facteurs de risque maintenant. Tout à fait. Donc, concernant donc, les métiers à risque, donc, il y a une condition, bien évidemment, d'ancienneté sur un métier concerné donc, par les facteurs de risque professionnels. Cette ancienneté, cette condition a été établie par la Commission donc, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, quand on parle de conditions, on parle donc d'une ancienneté d'un minima de 24 mois sur un métier relevant donc de la cartographie des métiers et des activités particulièrement exposées aux facteurs de risque professionnels, établie toujours donc par la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Alors, cette durée minimale d'activité n'est pas exigée pour le salarié qui bénéficie de l'obligation d'emploi. Donc, on parle bien évidemment des travailleurs handicapés. Et pour la cartographie, à savoir que pour aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette cartographie des métiers et d'activités exposés n'existe pas encore. Et à terme, elle doit concerner donc les facteurs de risque et s'appuyer sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles. Et dans l'absence, bien évidemment, de cette cartographie des métiers et des activités donc, élaborées par la Commission, l'employeur doit comporter donc, un descriptif de l'emploi exercé par le demandeur, par le bénéficiaire, qui va permettre d'apprécier si celui-ci est bien exposé aux risques et aux facteurs donc, de risque professionnel, ainsi que la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise. Et bien évidemment, il y a une condition concernant donc, ce dispositif, c'est que le métier visé ne doit pas être touché par un facteur de risque, sinon on n'est pas vraiment sur une reconversion vers de meilleures conditions professionnelles en fait. On est bien d'accord. Slide suivante. Alors effectivement, hein, pour vous, en tout cas bénéficiaires, donc je vous le disais et je le répète, dans ce cadre-là aussi, vous avez la formation, en tout cas les coûts pédagogiques qui sont pris en charge par Transition Pro, ainsi que la prise en charge de votre salaire. Alors en amont, c'est vrai que ça constitue, il faut constituer un fameux dossier, ça on le sait très bien, c'est notre quotidien. Mais en tout cas, effectivement, ça permet d'être ce dossier constitué, en tout cas, surtout sur la prise en charge du salaire, permet en tout cas de bien se passer. Je fais une petite aparté, en tout cas, ces dossiers, que ce soit l'un ou l'autre, contiennent en tout cas 3 volets. Vous, bénéficiaires, l'organisme de formation qui est choisi et l'employeur. Et effectivement, pour chacun des volets, on demande pas mal d'informations, mais en tout cas, ça garantit que l'organisme de formation sera bien financé sur cette formation qui correspond bien à des critères nationaux, Calliope, etc., que c'est bien le nombre d'heures, en tout cas, le nombre d'heures idéal, en tout cas, que l'on vous finance, qui vous apporte, en tout cas, qui va vous amener vers un diplôme choisi. Et puis, effectivement, la prise en charge de vos salaires
primes, etc., etc. En tout cas, tout ce que vous auriez, en tout cas, si vous étiez dans l'entreprise, on prend en compte effectivement tout ça. Voilà, je crois qu'on en a à peu près fini. Oui, le petit tableau comparatif entre les deux. Et puis, qu'est-ce que c'est que le conseiller en évolution professionnelle? Juste un petit détail. Vous voyez bien que dans le deuxième cas, le conseiller en évolution professionnelle n'est pas obligatoire, mais comme je le disais dès le départ, vivement conseillé. De toute façon, il vaut mieux s'assurer du bon dispositif employé. Et puis voilà. Je te laisse la main. Tout à fait, Laetitia. Effectivement, donc là, on vous a mis un tableau comparatif des deux dispositifs que vous pourriez consulter bien évidemment via donc le PDF qui est déjà donc disponible et que vous pourriez télécharger pour pouvoir le consulter tranquillement. Alors, est-ce qu'on va traiter les questions maintenant qui concernent les dispositifs ou on passe directement sur la... Comme tu préfères, Laetitia? Ça m'est égal. Je pense qu'on va traiter les questions. Ouais. Je pense qu'on va traiter les questions. On va prendre vraiment quelques minutes parce que je vois que le temps passe vite. Oui. Et après, donc, je vais vous présenter le conseil en évolution professionnelle. Alors, la première question, est-ce que cela s'applique aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale? Je te laisse répondre. Facile. Non. Comme je vous le dis, et là pour le coup, comme je vous le disais, c'est vraiment du secteur privé. En fait, on est vraiment sur du privé. On n'est pas du tout sur les mêmes caisses. Par rapport au, que ce soit au chômage, que ce soit par rapport à la formation ou autre, on n'est absolument pas du tout sur les mêmes caisses et on est, je le spécifie bien depuis le début, on est bien sur les salariés du secteur privé, sur les indépendants aussi, sur le secteur privé. Puis j'ai vu la question aussi, je me permets aussi d'y répondre tout de suite. C'était aussi par rapport au contrat. Voilà. En fait, ça dépend. Ça dépend vraiment. Si vous êtes parfois dans le public sous contrat privé, en fait, ça dépend parfois aussi de l'employeur qui peut ou pas cotiser sur ce type de dispositif. Donc là, c'est vraiment à la marge. Ça dépend. Là, pour le coup, ça dépend vraiment des employeurs. Il faut vraiment vous rapprocher plutôt des RH dans ce cas. Ils pourront vous dire en tout cas si les dispositifs vous sont ouverts ou pas. Alors, la troisième question, y a-t-il même loi pour les libéraux, donc IDE, donc les infirmiers et médecins libéraux? Une infirmière libérale porte seule des patients à domicile, par exemple. Alors, il me semble que la question portait sur peut-être les facteurs de... Là, je n'ai pas trop compris la question. En fait, je m'excuse, mais j'étais... Alors, oui, vous pouvez préciser un petit peu plus la question. On passe à la question suivante en attendant. En charge du salaire par l'employeur ou le dispositif? Eh ben, comme je vous le disais, hein, c'est vraiment Transition Pro qui prend ça en charge. L'employeur va pas le sentir, va pas le sentir. On vient en tout cas en remboursement du salaire pendant la période de formation. Alors, il va le sentir dans le sens où il faudra peut-être qu'il vous remplace, ou en tout cas, il aura quelqu'un d'absent sur son site. Mais en tout cas, c'est nous qui prenons en charge et nous lui remboursons. Quel est le délai moyen entre le début et la fin de la démarche? Le délai moyen, alors les moyens d'instruction, je ne sais pas trop. Je pense que ça relève de l'instruction, en tout cas chez nous pour un dossier. Ça dépend de votre vitesse. Ça dépend de la vitesse de remplissement aussi, de remplissage des différents volets. Comptez minimum 3 mois. Le temps que vous remplissiez votre dossier, le temps que l'organisme de formation remplisse son dossier, remplisse sa partie, son volet, le temps que l'entreprise remplisse sa partie aussi. Et puis sachez en tout cas que, alors ça c'est peut-être pas précisé, mais c'est vrai que c'est un petit peu notre machinerie à nous.
En fait, le passage aussi de votre dossier va aussi dépendre de l'entrée en formation. Et donc, du coup, oui, votre dossier sera traité au fur et à mesure qu'il arrivera chez nous. En tout cas, il va falloir de toute façon que vous attendiez l'entrée en formation. Les entrées en formation, surtout sur les formations longues, ne seront pas, en tout cas, du jour au lendemain comme ça, mais sont souvent annuelles, voire bisannuelles. D'accord. Alors, je vois que le temps passe, donc je passe à la présentation du conseil en évolution professionnelle. Donc, à savoir que moi, je représente donc Avenir Actif. Avenir Actif, c'est l'opérateur qui a été donc choisi, qui a été désigné par France Compétences pour délivrer le service donc aux salariés du privé et les indépendants. Alors, c'est quoi le conseil en évolution professionnelle? Donc, si je prends exactement la définition qui a été donnée dans le cahier des charges, donc c'est un processus d'appui à tous les salariés et les indépendants pour faire le point sur la situation professionnelle. Et le cas échéant, si vous n'avez pas donc vraiment si vous ne souhaitez pas faire le point, on peut donc, si vous n'avez pas un projet, on peut élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un service public. Qui dit service public dit sur un service gratuit. Donc, on est sur une notion de gratuité et c'est à vous également de solliciter bien évidemment le service et vous pouvez le solliciter à n'importe quel moment de votre carrière. Donc, vous pouvez le solliciter aujourd'hui, vous pouvez le solliciter donc à nouveau dans 2 ans, dans 3 ans, c'est vraiment quand vous souhaitez. Et donc, on a une notion donc de confidentialité, de la neutralité, de l'accessibilité et de l'impartialité. À savoir que, par exemple, là, sur la région du Grand Est, on a 69 lieux d'accueil pour vous accueillir, donc bien évidemment, et on a à peu près 115 conseillers qui sont formés pour vous accompagner pour différentes problèmes, enfin, pour différentes questions. Alors, donc, comme je vous avais dit juste avant, donc on est sur différents opérateurs qui ont été désignés par France Compétences. Donc, on a un Avenir Actif que je représente, qui délivre donc le service aux salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. On a l'APEC qui délivre donc le service pour les cadres. France Travail, tout naturellement, donc pour les demandeurs d'emploi. Mission locale pour les moins de 26 ans et Cap Emploi pour les salariés donc en situation de handicap. À savoir que pour les salariés, donc les bénéficiaires les salariés cadres et les salariés en situation de handicap, si leur handicap bien évidemment le permet, ils peuvent être accompagnés également par nous. Mais ils auront le choix donc d'être accompagnés soit par Avenir Actif, soit par un de ces 2 opérateurs. Alors, le CEP, à quoi il sert? La première chose à laquelle il sert est de pouvoir vraiment vous offrir un espace d'échange pour poser votre situation. C'est vraiment le premier objectif du CEP. C'est d'arriver avec tout ce qui vous pose question, difficultés ou pas, où j'en suis dans ma vie professionnelle. Et le conseiller en évolution professionnelle va vous permettre de faire justement le point sur votre situation professionnelle, sur votre vie professionnelle et avoir le bénéfice justement du conseiller pour prendre le recul sur votre situation et comment justement évoluer et passer du coup cette situation actuelle. Alors, vous aurez donc également l'opportunité pour s'informer donc sur les opportunités.
informer sur les opportunités, c'est-à-dire on va si voilà, vous avez un projet qui est immédiat, donc nous, on va vous présenter les métiers porteurs, les métiers de demain, le marché de l'emploi, etc. Donc, le conseiller peut très bien, donc bien évidemment, vous informer sur ces opportunités-là. Évoluer dans son entreprise, c'est-à-dire que là, actuellement, vous êtes en poste, vous êtes en entreprise et vous souhaitez évoluer. Comment évoluer? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne savez pas trop. Bah, effectivement, là, vous pouvez donc demander le bénéfice, donc le recul du conseiller en évolution professionnelle. Se former si vous avez un projet de formation. Le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner, bien évidemment, pour vous guider dans vos recherches, pour savoir quelle est la formation qui vous correspond, qui correspond au mieux à vos besoins, et puis de choisir également l'organisme de formation avec vous qui correspond à vos critères, qui correspond à votre situation. Valoriser ses compétences et ses expériences, la VAE, bien évidemment. Si vous souhaitez, voilà, si vous êtes en poste depuis quelques années, mais vous n'avez pas le diplôme qui correspond à ce poste-là, ou vous souhaitez donc attester vos compétences, vous pouvez consulter donc le conseiller en évolution professionnelle qui va vous aider pour constituer en tout cas le dossier de validation des acquis par expérience. Devenir entrepreneur si vous avez donc un projet de création ou de reprise d'entreprise. Changer de métier ou de secteur si vous... Oula, hop. Changer de métier ou de secteur si vous souhaitez donc changer tout simplement si vous souhaitez donc une reconversion professionnelle. Trouver un emploi si vous souhaitez donc chercher un nouvel emploi. Donc là, le conseiller en évolution professionnelle peut vous montrer des outils, etc. Et puis, mieux dialoguer avec son employeur pour vous aider donc à préparer vos arguments pour donc l'évolution au sein de votre entreprise, pour préparer vos entretiens annuels, etc. Donc là, on arrive à comment ça se passe. Donc, on a le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, donc, qui sert toujours à identifier les besoins et définir ensemble les objectifs. Il va vous permettre également de bénéficier donc d'un conseil opérationnel ciblé concernant ciblé par rapport à votre situation et obtenir des informations personnalisées utiles à votre projet. D'accord? Ensuite, à l'issue de ce premier rendez-vous, donc soit vous avez deux possibilités. C'est soit de continuer vos démarches en autonomie, donc vous allez continuer votre chemin. Et si vous optez donc si vous optez donc pour cette option, vous aurez toujours bien évidemment la possibilité de reprendre rendez-vous à n'importe quel moment et de continuer votre accompagnement. Ou sinon, à l'issue de ce premier rendez-vous, vous décidez directement de poursuivre l'accompagnement avec le conseiller qui va vous accompagner donc jusqu'au bout pour aboutir donc votre projet. Et bien évidemment, pour prendre donc un rendez-vous avec un conseiller, il y a une plateforme, il y a un site qui est dédié, qui est avenir-actif.org. Donc vous allez dans la rubrique prendre rendez-vous, vous sélectionnez donc la région dans laquelle vous vous trouvez, et puis sélectionnez la localisation, l'antenne, etc. Et puis vous allez prendre rendez-vous directement. Voilà, donc on arrive à la fin de la présentation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Oui, il y a plein de questions et je vais profiter peut-être si ça te va, Giane. Je vais remettre mon micro plutôt à la bouche. Je vais profiter des quelques minutes qui nous restent pour répondre à certaines questions que j'ai vues en vitesse comme ça passer. L'usure psychique n'est pas prise en charge dans le compte professionnel de prévention. Par rapport au financement
hors dotation. Quelqu'un me demandait, mais alors du coup, si j'ai pas assez, est-ce que du coup, je dois venir en complément, moi, du salaire et de la formation? Non, non, c'est transition pro. On va d'abord regarder ce que vous avez et ensuite, nous, on viendra en complément. Quelqu'un d'autre aussi demandait comment on alimentait le compte prévention professionnel de prévention. On va y arriver. Eh bien, figurez-vous que je l'ai dit au début et que vous n'étiez pas là. Donc là, pour le coup, je vous invite à revoir le début du replay. Donc, c'est quelque chose qui se fait en ligne et j'ai donné en tout cas les conditions pour avoir des points. J'ai vu aussi d'autres questions qui étaient très, 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 très intéressantes. Est-ce que certains métiers, comment on sait si certains métiers sont concernés par les risques ergonomiques ou pas? Ça, j'ai envie de dire que c'est en créant votre compte professionnel de prévention que vous le saurez, parce qu'en fait, vous notez quel métier vous faites, depuis combien de temps vous le faites, etc., etc. Et donc, du coup, c'est défini de cette façon-là. Je vois aussi une autre question d'une entreprise qui dit: nous avons un salarié avec une demande de PTP, mais n'entrons pas dans les critères définis par ce webinaire, c'est-à-dire avec des risques. Peut-il faire valider son PTP malgré tout ça? Oui, 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 bien sûr. Là, on est spécifiquement sur les derniers dispositifs qui ont été créés par rapport à l'usure professionnelle, mais on a bien évidemment toujours le PTP classique, enfin le projet de transition professionnelle classique. Quoi d'autre comme question? C'est dur parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce que cette loi a été créée pour éviter les pré-retraites avec un mi-temps thérapeutique? Eh ben, je ne suis pas sûre. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais c'est principalement pour éviter d'arriver, en tout cas, complètement cassé à la retraite. Et en tout cas, c'est bien l'objectif de notre webinaire, c'est bien de prévenir l'usure professionnelle. Et on est bien là sur de la prévention. Plutôt que de soigner en tout cas les finances de l'État, on va déjà soigner les travailleurs. Je me permets, Laetitia, j'ai vu une question tout à l'heure en fait. Vas-y. Un infirmier qui souhaitait passer infirmier anesthésiste, il me semble, j'arrive pas à la trouver. Oui, j'ai vu ça aussi. Elle est dans les favoris. Ouais, j'ai beaucoup de favoris là pour le coup. J'essaye d'ôter celles auxquelles je réponds, mais il y a beaucoup de favoris. Un infirmier donc salarié qui souhaite évoluer vers infirmier anesthésiste et donc suivre une formation de 2 années. Peut-il mobiliser son C2P pour financer les frais pédagogiques en plus de son compte CPF? Là, j'ai envie de dire, je ne sais même pas si c'est possible, parce que du coup, ça va être tout de même de la, comment on va dire, pour moi, là, c'est de la reconversion en interne, en fait. Hein, c'est de la reconversion en interne. Et donc, du coup, là, pour le coup, je vous orienterai plutôt vers un conseiller en évolution professionnelle pour vérifier ce type de choses, en fait. Là, pour le coup, moi, je suis pas... Alors, je pense même qu'il s'agit d'une évolution et pas d'une reconversion, parce qu'on est toujours sur le même métier. C'est ça, et que du coup, on relève limite du plan de formation de l'entreprise et pas forcément d'un BTP. Les libéraux ont-ils la même caisse que le secteur privé? Eh ben, j'ai envie de dire, vous voyez, là pareil, enfin, c'est tellement spécifique, les libéraux, ça dépend si vous êtes indépendant ou pas, et auquel cas vous avez éventuellement accès au projet de transition professionnelle, mais pas forcément, enfin, c'est pas un secteur d'être indépendant, en fait, c'est un statut. Le secteur, c'est le secteur privé ou public, et là, pour le coup, c'est un petit peu spécifique. Malheureusement, là, vous rentrez vraiment sur des questions extrêmement précises, et je vous orienterai plutôt vers un CEP ou même vers notre ligne transition pro Grand Est, mais là, c'est compliqué quand même. Toujours pas le PowerPoint pour le moment. Vous le verrez probablement au moment il y est déjà normalement. Il y est déjà, mais sinon, vous l'aurez de toute façon en vous reconnectant au replay que vous allez recevoir incessamment sous peu. Voilà. On a fait le tour? Il me semble. Alors, il nous reste une minute.
Comment faire reconnaître que les aides-soignantes sont concernées par les risques ergonomiques afin de les faire bénéficier du FIPU? Mais j'aimerais bien vous répondre, mais là, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas du tout. Je ne vais pas dire d'aller manifester, mais là, je ne sais pas du tout. C'est quelque chose là, c'est à votre branche professionnelle vers lequel il faut se tourner. Là, pour le coup, c'est vraiment pas à Transition Pro ni au CEP qui va pouvoir, en tout cas, vous aider là-dessus. Je suis désolée. Alors, peut-être la dernière question pour la dernière minute. En résumé, avant Transition Pro, prenez tout en charge. Si aujourd'hui risque éligible au FIPU, l'employeur doit prendre en charge 5%. Est-ce bien cela? Oui, mais en même temps, c'est ce que je vous disais, ça dépend du dispositif sur lequel vous êtes dès le départ. Est-ce que vraiment vous allez sur un projet, je sens bien qu'il y a quelqu'un qui maîtrise là. Est-ce que vous allez sur du PTP classique, donc projet de transition professionnelle classique, ou est-ce que vous allez avec du FIPU, auquel cas on n'est pas sur les mêmes fonds? Et oui, si vous allez sur du FIPU, mais ça, on le verra au fur et à mesure de votre dossier, dans ce cas, effectivement, il faudra demander 5% à votre employeur. C'est ça. Et dans le cas, tu me corriges, Laetitia, si l'information n'est pas bonne, et dans le cas où l'employeur refuse, là, vous basculez automatiquement sur le PTP. Vers du PTP, tout à fait. C'est ça. Eh bien, écoutez... On a à peu près répondu à tous dans l'heure. On a répondu à tous. Ouais. Merci à vous, en tout cas, pour votre attention et vos précieuses questions. En tout cas, merci à vous pour votre participation et pour les questions qui sont vraiment très, très intéressantes. Sachez que vous pouvez donc retrouver le replay directement donc, sur la plateforme, ainsi que le support qui a été utilisé lors de cette présentation-là. En attendant, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pourriez toujours nous contacter. Vous pouvez toujours donc, nous poser la question. Et puis... sachez qu'il y a d'autres webinaires aussi qui sont programmés dans les prochains jours. Donc, c'est tous les lundis, bien évidemment, quand on porte le titre, les lundis du CEP, et qui traitent différentes thématiques. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis, bon appétit à vous et à bientôt. Au revoir.